Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram si jamais mon quotidien vous intéresse. L'autre jour, j'ai eu la chance d'aller à Paris, j'ai mis quelques stories, donc c'est aussi un moyen pour moi de discuter avec vous. Le lien se trouve en description, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur la chaîne, à vous abonner. Je pense que je le rappelle assez souvent, mais c'est le meilleur moyen de m'aider, c'est le meilleur moyen de faire développer la chaîne. En tout cas, un énorme merci du fond du cœur à toutes les personnes qui le feront. Moi, je crois que je vous ai tout dit, je vous propose directement d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Paul. Paul a 30 ans, et depuis plusieurs années maintenant, toute sa vie tourne autour de son père, parce qu'il est très malade, et ce, depuis très longtemps. C'est une maladie qui malheureusement ne disparaît pas, qui se soigne difficilement. Donc, autant vous dire que pour notre ami Paul, c'est assez compliqué. À cause de cette maladie, le père de Paul perd progressivement ses capacités. D'abord, il y a de la fatigue permanente, puis les douleurs, puis les gestes assez simples qui deviennent très compliqués. En gros, il a besoin d'aide pour les moindres gestes du quotidien. Et Paul, pendant ce temps, lui, il essaye de s'adapter à la situation, il apprend à organiser ses journées autrement. Il passe beaucoup de temps aussi à prévoir les rendez-vous médicaux, les prises de médicaments, les horaires des urgences, etc. En fait, vous l'aurez compris, il fait ce qu'il peut, et surtout, comme il peut. Ce qui est le plus dur pour lui, c'est pas seulement la maladie, mais c'est aussi de voir son père changer, le voir devenir de plus en plus fragile avec le temps, et de plus en plus dépendant. Et il nous raconte que le truc qui lui fait le plus de mal, c'est que son père, il devient presque méconnaissable. C'est plus la personne parfaitement autonome qu'elle était avant, des fois il a l'impression que son moral est au plus bas et c'est pas la personne très joyeuse qu'il connaissait. Et ça, vraiment, il nous explique que c'est juste pire que tout. Très vite, notre ami Paul se retrouve seul à gérer tout ça parce que malheureusement, sa mère, elle est décédée. Sa famille, quant à elle, elle se trouve très loin. Ses potes, ils ont tous leur petite vie, soit ils sont casés, soit ils ont même des enfants. Et même quand ils sont présents, ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce que ça représente au quotidien et même ce que Paul pourrait ressentir parce qu'il s'agit vraiment d'un épuisement constant, pas forcément physique, mais surtout dans la tête. Et ça, malheureusement, ça peut aussi créer une sorte de barrière un peu sociale. Paul, depuis quelques années, vous l'aurez compris, il vit au rythme de la maladie de son père. Bien évidemment, son père, il l'aime de toute son âme et de tout son cœur, mais ce genre de choses, ça fatigue. Et c'est exactement dans ce contexte-là qu'un ami très proche de la famille commence à passer de plus en plus souvent à la maison. Et cet homme, c'est quelqu'un que Paul connaît depuis très longtemps. C'est une personne en qui il a confiance et qui a toujours été là, même avant la maladie. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Au début, il passe simplement pour dire bonjour et pour prendre des nouvelles, puis petit à petit, il reste un peu plus longtemps. Il propose son aide presque naturellement, sans forcer, même sans insister, et Paul, vous l'imaginez bien, il accepte parce que ça le soulage beaucoup. Et ça peut être des trucs assez bêtes, ça peut être genre faire les courses quand il y a besoin, aller chercher une lettre à la poste ou ce genre de petits trucs, mais qui, pour Paul, lui simplifie beaucoup la vie. Et ça, franchement, pour notre ami, ça vaut de l'or. Il y a un truc que Paul, il aime bien aussi, c'est que cette personne-là, elle reste beaucoup avec son père, histoire de lui tenir compagnie, de discuter, de pouvoir échanger avec lui et passer du bon temps. Et Paul, de savoir que son père est entre de bonnes mains et qu'il peut discuter, ça le soulage de ouf. Cette personne, elle dit régulièrement qu'elle trouve la situation très injuste, que en gros le père de Paul ne mérite pas de souffrir comme ça et il a absolument raison. Et surtout, il dit qu'il comprend à quel point c'est dur de voir quelqu'un qu'on aime perdre peu à peu ses capacités et ça, ça fait du bien à notre ami. Plus le temps passe et plus Paul commence à s'appuyer sur cette personne et à accepter son aide sans trop culpabiliser. Après tout, il dit qu'il a simplement de la chance de l'avoir dans sa vie et avec le temps, la présence de cette personne, elle devient comme évidente. Cette personne, elle a plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour. Il connaît désormais toutes les habitudes de la maison, les horaires, les traitements, où se trouve telle et telle chose dans la cuisine pour faire le plat préféré de son père, enfin, c'est juste incroyable. Malheureusement, à cause de la maladie, Paul nous raconte que l'état de son père, il se dégrade de plus en plus chaque jour. Les malaises, eux, deviennent de plus en plus fréquents, ce qui est assez inquiétant. Parfois, il devient confus, il dit des choses qui sont incohérentes, et ça lui arrive même de se montrer agressif alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Et pour contrer tout ça, ou du moins pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, eh bien, Paul et cette personne, ils appellent les urgences de plus en plus fréquemment. Les médecins, eux, de leur côté, parlent d'une évolution normale de la maladie. Ils expliquent en gros que ça peut arriver que le corps fatigue et que le cerveau aussi, mais forcément, ça fait mal. Paul, il reste fort, il encaisse tout, il fait confiance aux médecins. Et surtout, c'est pas du bullshit, il le voit de ses propres yeux et surtout, il le vit au quotidien. L'état de son père est en train de se dégrader. Il y a un truc dans cette histoire qui est chelou, c'est qu'à chaque malaise de son père, l'ami est toujours là. Et parfois, il arrive même avant que Paul ait eu le temps d'appeler qui que ce soit. Il vient, il aide, il rassure, il prend un peu les choses en main. Et avec le temps, Paul, il remarque que les malaises de son père deviennent presque quotidiens. Et il y en a de plus en plus et parfois sans raison évidente. Genre, le matin, tout va bien, le soir, le père est complètement confus, il est très agité, à bout de force, parfois même agressif. Donc, à cause de ces changements, les médecins ajustent les traitements, ils changent les doses, ils changent de médicaments, et surtout, ça rend l'évolution de la maladie complètement imprévisible. Pour Paul, il n'y a
a rien qui cloche. Pour lui, tout est logique, tout est cohérent. Son père est malade depuis très longtemps, son état empire, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu la nature. Et heureusement, j'ai envie de dire que Paul n'est pas seul pour affronter tout ça. Petit à petit, Paul il nous raconte qu'il vit de plus en plus en mode « je m'attends à ce que le prochain malaise arrive rapidement ». Donc ces potentiels malaises, ça commence à organiser ses propres journées. Du style, il va pas prévoir des gros rendez-vous très importants parce qu'il sait qu'à tout moment, son père peut tomber dans les pommes. Et quand on en arrive à ce stade, on est d'accord, c'est assez compliqué. Dites-vous que tellement c'est devenu récurrent, il a carrément dû quitter son travail. Il n'arrive plus à dormir la nuit parce qu'il se réveille au moindre bruit. Au niveau de son alimentation, ses repas, ils se font quand il peut, donc c'est jamais régulier. Et à un moment, l'ami de la famille lui dit « mais écoute, Paul, j'ai l'impression que t'en fais un petit peu beaucoup, enfin peut-être même trop. Pour ta santé, ça devient dangereux. Regarde, tu n'arrives même plus à manger des repas à la même heure chaque jour. La nuit, tu t'endors même pas parce que le matin, tu te réveilles, t'as des cernes jusqu'ici, donc on voit bien que c'est pas bon pour toi. Et le problème, c'est qu'en essayant de sauver ton père, toi, tu te mets en danger, donc à la fin, on devra juste sauver 2 personnes au lieu d'une. Sauf que, mes amis, à un moment de l'histoire, il se passe quelque chose de particulier. En gros, l'ami de la famille prévient Paul qu'il ne pourra pas passer durant la journée, et du coup, Paul se retrouve seul avec son père du matin au soir. Il appréhende un peu, il se dit que ça ira, qu'il a déjà eu à gérer ce genre de cas, et surtout, il se dit qu'il sait faire. Du coup, il gère les médicaments lui-même, il respecte les horaires, les doses, etc. Il vérifie 2 fois pour être sûr de pas se tromper, il reste près de son père, il lui parle, il l'aide à se lever, il l'aide aussi à manger, et les heures passent. Il y a une première heure qui passe, une deuxième, une troisième, puis l'après-midi entière. Et une chose étonnante, c'est qu'aujourd'hui, le père de Paul n'a fait aucun malaise. Il n'a eu aucun moment d'agressivité ou même de confusion. Au contraire, son père est très calme, il est complètement lucide, il reconnaît les différents moments de la journée, il reconnaît sa famille, il plaisante même comme avant. Et Paul, il nous raconte qu'il y a un truc très bizarre qui se passe dans sa tête, c'est qu'il se dit « mais peut-être que mon père est finalement en train de guérir. Peut-être que son état ne se détériore pas comme je le pensais. » Sauf que, il le sait bien, une maladie comme ça ne peut pas aller vers le bon. Au contraire, ça a plutôt tendance à aller vers le moins bien, voire vers le pire. Mais bon, on profite. Aujourd'hui, son père va bien, tout est bien, il est lucide, il n'a pas fait de malaise, donc on prend. Le soir, lorsqu'il va se coucher, Paul nous raconte que il a une sensation bizarre qui le parcourt parce qu'il se dit « mais putain, je viens de vivre une journée parfaitement normale avec mon père qui avait l'air d'aller bien. » Et franchement, il se sent hyper joyeux à ce moment-là. Et je peux que comprendre. Dès le lendemain, l'ami revient passer l'après-midi chez eux, il est comme d'habitude, c'est-à-dire présent, attentionné. Il demande comment ça s'est passé la veille, et Paul lui dit que ça a été. Que son père n'a pas fait de malaise, qu'il était lucide, et que c'était nickel. L'ami de la famille hoche la tête, il ne dit rien, il se contente simplement d'écouter. Et là, toute la petite famille passe l'après-midi ensemble. Paul en profite pour se détendre, puis plus tard dans la journée, son père recommence à se sentir mal. Bon, ça fait chier parce que la veille, on était en mode son père va de mieux en mieux, et là ça retombe. Évidemment, Paul reconnaît immédiatement les signes et les symptômes qu'a son père, donc il appelle son médecin. Et pendant ce temps, il y a cet ami qui est à côté, qui aide, qui rassure. Quelques dizaines de minutes plus tard, il y a un médecin qui arrive pour prendre en charge le père et pour voir ce qui se passe. Et une fois que c'est réglé, il se barre. Quand le calme revient et que la situation se détend un petit peu, Paul, il se pose sur le canapé, il est complètement épuisé et il y réfléchit. Il se dit, mais je veux bien que la maladie évolue, mais comment ça se fait que le seul jour où j'étais seul avec mon père, il ne s'est rien passé, au contraire, il était extrêmement heureux, en parfaite santé entre guillemets, alors que dès le lendemain, ça ne va plus. À un moment, il y a une pensée qui lui parcourt l'esprit, mais il essaye de la chasser un peu de sa tête parce que pour lui, c'est pas possible. Mais c'est de se dire, hier, j'étais tout seul avec mon père, il ne s'est rien passé. Tous les autres jours, il s'est passé des choses, des malaises, perte de lucidité ou ce genre de choses. Et le point commun entre ces différents jours, c'est qu'il y avait cet ami auprès de lui. Évidemment, il se répète sans cesse que c'est une coïncidence. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune autre explication possible, si ce n'est un hasard. Bref, les jours passent et sans s'en rendre compte, Paul, il observe le moindre fait et geste de cet ami. Il remarque aussi que les malaises surviennent toujours quand l'ami est présent chez eux et jamais lorsqu'il ne vient pas. C'est pas immédiatement, lorsqu'il arrive, c'est même parfois plus tard, mais ça n'arrive jamais les jours où Paul est seul avec lui. Notre histoire, mes amis, elle va complètement basculer durant un après-midi. Paul est en train de traverser la cuisine pour aller dans le salon, il ne fait pas de bruit parce que son père fait la sieste, et en passant devant la cuisine, il voit quelque chose qui le fige sur place. L'ami est penché sur le plan de travail devant la boîte des médicaments de son père, et il en a 2 dans les mains. Ces 2 boîtes sont presque identiques, genre même couleur, même taille, même forme, et Paul, il regarde discrètement ce qui se passe, il le voit ouvrir une boîte, puis la deuxième, et échanger quelque chose entre les deux. Son geste est très rapide, mais Paul, il voit bien que le mec n'hésite pas une seconde, et notre ami, il sait pas trop s'il est en train d'halluciner, s'il est dans un cauchemar ou si c'est la réalité, il est pas sûr et certain de ce qu'il vient de voir, et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se redresse, et il passe devant la cuisine comme si de rien n'était. À ce moment-là,
plus rien n'est pareil. Paul continue de faire comme si de rien n'était, mais chaque geste de l'ami lui paraît suspect, calculé. Chaque mot, chaque phrase qu'il dit semble prendre un autre sens. Mais bon, il veut pas non plus l'accuser parce qu'il n'a pas la preuve formelle qu'il serait derrière tout ça. Là, Paul il est conscient qu'il est peut-être en train de découvrir quelque chose de monstrueux, enfin de dégueulasse. Et le problème, c'est que s'il a raison, alors tout ce qu'il croyait être du soutien, de l'affection, etc. de la part de cette personne, eh bien, si ça se trouve, c'était beaucoup plus glauque, beaucoup plus calculé que ça. Et surtout, beaucoup plus dangereux. Après ce qu'il a vu dans la cuisine, Paul ne dit rien, il vit le reste de sa journée entre guillemets normalement, mais vous imaginez bien que son esprit, lui, il est complètement brouillé parce qu'à la fois, il panique pour son père, il se dit que ce mec, c'est peut-être un fou furieux, et il reste bloqué sur cette image de boîte de médicaments, et il y a un truc qui l'a profondément marqué à ce moment-là, c'est qu'il s'est rendu compte que la personne l'a regardé comme si ce mec avait compris qu'il avait été surpris. Bref, le soir arrive et l'ami reste pour dîner avec Paul et son père. Il se comporte parfaitement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il parle doucement, il fait des blagues, il raconte des anecdotes, etc. Et il aide même à préparer à manger. Évidemment, Paul observe chaque geste, chaque mouvement et chaque regard de ce mec, et évidemment, tout lui paraît suspect. Bref, une fois que c'est fait, toute la petite famille passe à table, Paul est même étonné parce que le repas est très bon. Et à la fin de celui-ci, l'ami de la famille propose de faire une petite tisane, histoire que ça fasse du bien à Paul, à son père et à tout le monde. Et Paul, à ce moment-là, il sent immédiatement que ça sent la merde. Il y a un truc qui se prépare, mais il accepte quand même par réflexe. Les deux hommes vont dans la cuisine. Paul, pendant que le mec est en train de faire sa tisane, il se pose sur la table, il regarde ce qu'il fait, et il remarque que le pot qui contient la tisane, il y a une odeur particulière. C'est pas très fort, mais c'est un parfum qu'il n'a jamais senti jusqu'à maintenant. Bon, vous me direz, c'est pas un spécialiste du thé non plus, mais il se dit qu'une odeur comme ça, si ça pue déjà, ça peut pas avoir un bon goût. Donc il baisse les yeux vers la tasse, ensuite il relève la tête, et devant lui, il y a ce mec qui lui dit « Tu peux boire, c'est pas très chaud ». Paul prend la tasse, il fait semblant de boire, il la repose gentiment sur la table en disant que non, c'est trop chaud. Et le truc, c'est que l'ami, il insiste, il dit qu'il en a vraiment besoin pour se détendre. Bon, là, Paul il sent que c'est la merde, qu'il y a quelque chose qui se passe, que probablement dans cette tisane, il y a un truc qui peut potentiellement le buter ou du moins le mettre mal. Et donc, il réfléchit en vitesse à ce qu'il peut faire pour se sortir de ce pétrin. Son plan, vous allez voir, il est très simple. Il se dit tout simplement, mais en fait, là, il n'y a plus de retour en arrière. Ça veut dire que moi, j'ai compris que le mec a touché les médicaments de mon père et que là, potentiellement, il est en train de m'empoisonner. Le mec a probablement compris que moi, j'ai compris, donc il n'y a plus vraiment de retour en arrière possible. Il décide de prendre son courage à deux mains et de poser clairement la question à ce mec. Il lui dit, mais mec, est-ce que... Enfin, pas est-ce que t'as touché aux médicaments de mon père, parce que je t'ai vu le faire de mes propres yeux, mais plutôt, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu tentes d'empoisonner mon père ou tu manipules ses médicaments? Et lorsqu'il lui dit ça, le mec s'effondre en larmes. Paul, il s'attendait à tout sauf à ça, il s'attendait plutôt à ce qu'il sorte un couteau et qu'il le plante, plutôt que ce qu'il se mette à pleurer. Et au bout de quelques secondes, lorsqu'il s'est repris, le mec lui explique que, en fait, il apprécie beaucoup Paul, que c'est quelqu'un qu'il a toujours admiré. Mais le truc, c'est que de voir sa vie mise en pause comme ça, à cause de l'état de santé de son père, ça lui faisait beaucoup trop mal au cœur. Il trouvait ça beaucoup trop injuste, parce qu'après tout, Paul, il est jeune, il a encore toute la vie devant lui, et depuis quelques années, il ne vit pas. Il vit au rythme de la maladie de son père, il dédie ses journées et son quotidien pour son père, et ce mec, ça lui brisait le cœur de voir ça. Donc, ce qu'il s'est dit, c'est assez glauque, c'est qu'il allait changer les médicaments de son père, et qu'il allait, tout simplement l'aider à abréger ses souffrances. En gros, ce qu'il voulait, c'était pas aider son père, parce que dans sa tête, c'était terminé, mais c'était d'aider Paul en butant son père pour que lui puisse être plus tranquille. Est-ce que c'est une réflexion des cinglés? J'en ai bien l'impression. Mais lui, il s'est dit, putain, c'est un plan de ouf. Genre, si ça se trouve, j'ai révolutionné la façon dont on se débarrasse des problèmes. Lorsqu'il lui explique tout ça, Paul est sur le cul, il ne sait même pas quoi dire tellement il est choqué. Et il lui dit, mais mec, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de me dire et de ce que tu viens de faire. Déjà, t'as essayé de me buter avec une tisane, on n'en a pas la preuve, mais probablement que c'est le cas. Et en plus de ça, ça fait des semaines que t'es en train d'empoisonner mon père dans le but de le buter. C'est bizarre comme réflexion. Au moment où il lui dit ça, Paul, il ressent une colère qui monte très rapidement en lui. Et ce qu'il fait, pour moi, c'est une chose très adaptée. Il chope le mec par le callback et il l'amène directement à l'extérieur de la maison. Il lui dit, mec, c'est simple, t'as 5 secondes pour partir, donc pour sortir de mon champ de vision. Si au bout de 5 secondes, je vois ne serait-ce qu'un doigt ou je ne sais quoi qui t'appartient, je viens et je te bute. Bon, le mec comprend très vite le message, il s'en va. Paul rentre chez lui, il verrouille la porte et quelques secondes plus tard, le mec vient toquer, Paul va vers la porte et il entend ce fou du bus dire «
tu n'hésiteras pas à boire ton thé, Paul. Quand il dit ça, notre ami, il déverrouille la porte, il l'ouvre parce qu'il est prêt à lui mettre la droite du siècle. Mais vous imaginez bien, le gars est parti en courant. Bon, une fois seul dans sa cuisine, les idées au clair, il se dit... Ok, j'ai identifié le problème, je sais que les médicaments de mon père, ils ont été changés, donc ces malaises, ces pertes de lucidité, etc. sont probablement dus à ça. La première chose qu'il fait, c'est de prendre son téléphone et d'appeler les urgences. Il explique la situation, il dit voilà, j'ai quelqu'un qui a modifié les médicaments de mon père, il a fait des malaises, des pertes de lucidité et compagnie. Quelle est la première chose que je dois faire? Est-ce qu'il faut l'amener pour lui faire... je ne sais pas, un lavage d'estomac ou j'en sais rien quoi. Et là, les personnes de l'hôpital lui donnent toute la procédure à suivre. Donc effectivement, il doit se rendre avec son père à l'hôpital. Comme ça, il pourra rester pendant quelques jours sous surveillance. C'est exactement ce qu'il se passe. Paul prend la voiture et il emmène son père aux urgences. Pendant que son père est ausculté, pendant qu'il prenne soin de lui, Paul, il dépose plainte envers ce mec. Et vu qu'il y a une plainte, il y a une enquête. L'enquête, mes amis, elle va prouver que dans la tisane de Paul, il y avait bel et bien quelque chose. Visiblement, c'était un somnifère. Pourquoi faire ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est mieux de ne pas savoir. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'effectivement, tous les malaises, toutes les pertes de lucidité, toutes les phases agressives, elles étaient dues à ces changements de médicaments. Évidemment, les médecins ont réadapté le traitement, maintenant il prend des autres médicaments à d'autres doses. Et finalement, la très très bonne nouvelle de cette histoire, c'est que la maladie, elle n'évoluait pas tant mal que ça. Certes, il ne pourra jamais guérir, c'est une maladie incurable, mais on se disait que d'ici quelques mois, c'était fini pour lui. Sauf que, selon la plupart des médecins, le père de Paul peut encore espérer vivre tranquillement pendant plusieurs années. Suite à cela, Paul a pu reprendre un emploi gentiment, histoire de se remettre un peu dans la vie active, d'avoir une vie sociale, et au fur et à mesure du temps, il a pu reprendre une vie tout à fait normale, et ce, pour son plus grand bonheur. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est assez particulière parce que c'est une mécanique qu'on n'a pas vraiment vue encore sur la chaîne. Est-ce qu'il faut être un fou du bus comme le fou du bus qui est en train de dormir ici pour aller changer des médicaments d'une personne que t'aimes, enfin, c'est très bizarre. Et surtout de se dire que, cette personne est malade, elle, entre guillemets, complique le quotidien d'un autre, le problème est résolu, je vais la buter. On est d'accord que pour avoir une telle réflexion, à mon avis, il y a des cases qui ne sont pas tout à fait allumées dans la tête. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous propose de reprendre une petite boisson. Je vais aller en chercher une. Remettez-vous confortablement dans votre bain, dans votre canapé, sur le siège de votre voiture, en train d'écouter, évidemment à travers la radio, et pas de regarder la vidéo. Je me mélange dans mes paroles. On est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle d'Élise. Au moment des faits, Élise a 32 ans et elle travaille à l'autre bout de la ville. C'est pas assez loin pour déménager, mais c'est largement assez pour que les trajets deviennent un vrai problème, et ce, au quotidien. Pendant longtemps, elle prend les transports en commun, donc des bus bondés le matin, des correspondances qui s'enchaînent mal, des retards qui s'accumulent, et elle a cette impression constante de perdre une partie de sa vie coincée dans les transports. Le matin, lorsqu'elle se rend au travail, elle en a pour 1h30. Le soir, quand elle rentre, ça lui arrive même de passer 2h à 2h30, tellement il y a les embouteillages, etc. Et logiquement, au bout d'un moment, ça commence à la peser parce que c'est vraiment long et elle se fait chier, on va dire les choses. Notre amie, elle en a marre de se lever toujours plus tôt pour arriver toujours à la même heure au travail. Elle en a marre de calculer ses journées en fonction des horaires de bus, marre de rentrer épuisée le soir. Alors que, lorsqu'elle arrive à la maison, elle n'a même pas encore commencé sa soirée. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'un soir, un peu par hasard, elle tombe sur un groupe Facebook de covoiturage. Il s'agit d'un groupe très local avec des gens assez simples qui proposent ou recherchent des trajets réguliers. Vraiment, il n'y a rien de compliqué, c'est juste des gens qui essayent de s'arranger entre eux, histoire de gagner du temps et de satisfaire tout le monde. Au début, Élise hésite parce que monter dans la voiture d'un inconnu tous les matins, c'est pas une idée qui l'emballe plus que ça. Mais pour se rassurer, elle lit les commentaires, elle voit que beaucoup de gens font ça, et ce depuis des mois, voire même parfois des années, et que visiblement, aucun membre du groupe n'a vécu de mauvaises expériences. Bon, elle se dit, Nick, ça vaut peut-être la peine d'essayer, parce que je perdrai beaucoup moins de temps. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle poste un message pour expliquer son trajet, ses horaires, et plus globalement, sa situation. Elle nous explique que lorsqu'elle poste le message, elle n'y croit pas forcément, mais très rapidement, elle reçoit une réponse. C'est un homme qui propose de faire exactement le même trajet tous les matins, à la même heure. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'envoient quelques messages, histoire de se mettre d'accord sur le point de rendez-vous et l'heure de départ. Et c'est comme ça que tout commence. Le premier matin, Élise est un petit peu tendue, elle arrive quelques minutes en avance, elle regarde les voitures passer en se demandant laquelle sera la bonne. Et quand ce mec s'arrête devant elle, elle reconnaît la voiture décrite dans les messages, elle lui fait un petit signe, elle monte, elle s'installe sur le siège passager, et le trajet commence. Tout se passe extrêmement bien, la discussion est relativement banal. Il parle de sujets relativement classiques, du trafic, du travail, du temps qu'il fait à l'extérieur, mais rien de plus. L'homme conduit calmement, sans faire d'excès de vitesse en mode Formule 1. Donc, logiquement, Élise, elle se sent rassurée. À la fin du trajet, elle arrive au travail bien plus tôt que d'habitude, elle n'est pas stressée, elle n'est pas fatiguée. Donc évidemment, à la fin de la journée, lorsqu'elle est chez elle sur son canapé, elle réécrit un message à ce mec pour lui dire écoute, je te propose qu'on refasse ça dès demain matin. Elle le voit bien que cette journée, elle s'est beaucoup mieux passée que d'habitude, elle est arrivée beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins stressée. Et surtout, lorsqu'elle est rentrée chez elle,
Sa soirée n'était pas niquée. Elle a pu regarder un film, faire à manger, se poser un petit coup sur le canapé, chose relativement simple en soi qu'elle n'a pas pu faire depuis des mois. Les jours passent, les trajets s'enchaînent, 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, toujours au même point de rendez-vous, et les conversations, elles restent toujours assez simples, sans être intrusive. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'Elise, elle n'a jamais l'impression d'être mal à l'aise. Au contraire, elle se sent presque soulagée, comme si la personne était devenue son pote. Et vraiment, le fait de pouvoir rentrer chez elle sans être fatiguée, crevée, etc., ça lui change radicalement la vie. Sans vraiment qu'elle s'en rende compte, une habitude s'installe. Le matin, Elise sort de chez elle, elle marche jusqu'au point de rendez-vous, elle monte dans la voiture sans réfléchir, elle ne vérifie même plus l'heure, elle ne regarde même plus si c'est vraiment la personne qui conduit, tellement c'est devenu automatique. Ce trajet, il a été intégré à sa routine, comme on intègre un café le matin. Bon, personnellement, je suis plus team jus de fruits, je sais pas s'il y a des team jus de fruits, team café dans les commentaires, faites un petit débat. Sachez que moi, c'est team jus de fruits et il n'y a rien qui détrônera le jus de fruits. Et désolé, je vous coupe un petit peu dans l'histoire, mon top 3 des jus de fruits, jus d'orange, top 2, jus d'ananas, top 1, jus multifruits. Ça, c'est le combo ultime, y a rien de meilleur. Bref, ouvrez le débat, je regarderai tout ça attentivement. Avec le temps, elle nous explique que la confiance s'installe naturellement. Et elle nous fait même une confidence, c'est qu'en fait, ce trajet en voiture, ça devient presque sa safe place. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle nous raconte que, en fait, le fait de voir la même tête, à la même heure, au même endroit, et ce chaque jour, eh bien, c'est quelque chose qui la rassure beaucoup. Elle ne pense même plus au fait qu'elle est dans la voiture d'un inconnu parce qu'il ne lui semble plus vraiment inconnu. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est devenu presque un ami pour elle, jusqu'au jour où tout bascule. Un matin, comme les autres, Elise monte dans la voiture, elle s'installe côté passager et elle boucle sa ceinture. Comme d'habitude, ils parlent un peu du week-end qui arrive, du travail qui s'accumule. Pendant ce temps, le paysage défile, ils prennent exactement la même route, les mêmes feux, les mêmes virages. Elise regarde par la fenêtre en étant un petit peu dans ses pensées, comme souvent à cette heure-ci, et à quelques minutes de son arrêt habituel, elle sent que quelque chose est différent. La voiture continue d'avancer, le carrefour approche, et normalement, c'est là qu'il ralentit, qu'il met le clignotant et qu'il se gare un petit peu plus loin. Mais cette fois-ci, le conducteur ne ralentit pas et il passe le carrefour. Bon, Elise, elle relève la tête, elle regarde le conducteur, ensuite elle regarde le paysage, puis elle re-regarde le conducteur, et elle se dit qu'il a peut-être oublié, donc elle attend quelques secondes, mais elle voit bien qu'il se passe rien. Elle lui fait la remarque très calmement, un peu comme quand on corrige quelqu'un ou qu'on lui fait une remarque par rapport au fait qu'il s'est trompé, mais la voiture continue d'avancer. Elise garde les yeux fixés sur la route quelques secondes, elle se dit qu'il va forcément s'arrêter un petit peu plus loin, mais le mec ne freine toujours pas, et encore pire, il ne dit absolument rien. Il garde les mains sur le volant, il a le regard droit devant lui, et là, il répond d'une voix posée, même un petit peu glauque, qu'il doit juste faire un petit détour, et que ça ne prendra que quelques minutes. Le ton qu'il utilise, il est très tranquille, c'est d'ailleurs le même qu'il utilise lorsqu'il parle du trafic ou d'un feu rouge un peu trop long. Mais bon, Elise, elle hoche la tête sans répondre, pas parce qu'elle est rassurée, mais simplement parce qu'elle voit pas trop quoi dire d'autre. Vu qu'elle n'est pas au volant et qu'elle ne peut absolument rien faire, elle se contente de regarder le paysage par la fenêtre, et là, elle se rend compte qu'ils prennent une route qu'elle ne connaît absolument pas. Les immeubles se font de plus en plus rares, les commerces disparaissent au fur et à mesure, et la circulation commence à se réduire. Elise regarde l'heure sur son téléphone, puis elle le range, et elle se dit, bon, ça va, c'est pas dramatique, je suis pas encore en retard au travail, mais il faudrait quand même accélérer. À un moment, la voiture s'engage dans une zone qu'elle ne connaît pas très bien, pour ne pas dire mal, et elle capte assez vite que la zone, elle est relativement vide, il y a des parkings presque déserts, il y a quelques bâtiments par-ci par-là, mais rien de très fréquenté à cette heure-ci, parce que, je vous le rappelle, il est très tôt le matin. Tout à coup, sans prévenir, l'homme ralentit brusquement, et il se gare sur le côté. La voiture s'arrête net, le moteur tourne encore quelques secondes, puis il le coupe, et là, le silence s'installe d'un coup. Elise regarde autour d'elle, elle comprend pas ce qui se passe. Je sais pas, peut-être que le mec doit aller pisser, il veut fumer une clope ou j'en sais rien. Donc elle se retourne vers lui, elle est prête à lui demander ce qui se passe, mais le mec se met à parler avant même qu'elle ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Il se tourne lentement vers elle, il ne sourit pas du tout, il lui dit qu'il doit lui parler, que c'est extrêmement important, mais qu'il n'a pas beaucoup de temps. Bon, Elise, elle reste silencieuse, elle se dit putain le con il va me faire une déclaration d'amour. Elle a ses mains posées sur ses genoux, le corps légèrement tourné vers lui pour l'écouter, et là le mec commence à parler comme s'il racontait quelque chose de presque normal, et ce qu'il va lui dire, c'est assez particulier. Il lui raconte que quelques semaines plus tôt, très tôt le matin, il a renversé quelqu'un avec sa voiture. Il lui précise l'heure exacte, il lui dit aussi que la route était presque vide, et que ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas vu la personne traverser, que tout est allé très vite, et que du coup, eh bien, il l'a shooté. Bon, Elise écoute, mais elle ne comprend rien à ce que le mec lui raconte, et surtout elle se dit, mais pourquoi est-ce que ce mec est en train de me raconter ça à moi? Mais bon, le mec, visiblement, ça ne l'ennuie pas, donc il continue. Il lui dit, voilà, écoute, j'ai renversé quelqu'un, je me suis pas arrêté parce que j'ai paniqué, j'ai continué de rouler comme si de rien n'était,
J'ai fait ma journée au taf et le soir, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai vu les infos. Et en regardant les infos, j'ai compris que cette personne, malheureusement, elle était décédée. Le gars n'essaye pas de se justifier, il énonce simplement les faits. Elise, vous imaginez bien, lorsqu'elle entend ça, son ventre se noue. Mais bon, elle ne l'interrompt pas parce qu'à ce moment-là, elle sait pas si le mec veut la buter ou s'il veut simplement se confier. Mais autant vous dire qu'elle commence gentiment à flipper. Là, le mec lui explique que quelques jours après, il a été convoqué par la police pour répondre à des questions. Apparemment, les policiers ont quelques éléments et ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé ce matin-là. Et il parle d'homicide involontaire, de délit de fuite. Et le gars lui dit, mais écoute, Elise, ce qu'il me faut maintenant, c'est un alibi ultra solide. Là, le gars regarde notre amie droit dans les yeux, comme s'il voulait s'assurer qu'elle suit bien, puis il enchaîne. Il lui explique que c'est à ce moment-là qu'il a commencé le covoiturage, avec comme idée de créer une routine, parce qu'en fait, son plan, enfin, j'imagine que c'est ça, il est assez simple, c'est de dire aux policiers, bah voilà, ça ne peut pas être moi, parce que chaque matin, je fais du covoiturage avec telle personne, on se donne rendez-vous à tel endroit, on passe tel feu à telle heure, tel carrefour à telle heure, donc ça ne peut pas être moi, c'est pas possible. Et il lui fait très vite comprendre que cet alibi, ce sera elle. Elise comprend ce qu'il est en train de dire avant même qu'il finisse sa phrase. Il lui explique qu'avec elle, il peut dire qu'il n'a jamais été seul dans la voiture et que si quelqu'un l'accuse, bah non, il a un témoin, donc Elise, qui pourrait prouver le contraire. Et surtout, Elise pourrait confirmer ses horaires, confirmer le fait que ça fait des semaines et des semaines qu'ils font du covoiturage et que ce matin-là, elle était avec lui dans la voiture et qu'elle a vu de ses propres yeux qu'ils n'ont shooté absolument personne. Le mec ajoute que Elise n'a rien à faire, qu'elle n'a même pas besoin de mentir en soi. Elle a simplement à dire aux policiers qu'ils font le trajet chaque matin ensemble et qu'ils ont commencé depuis une semaine avant la vraie date à laquelle ils ont commencé. Il lui dit que c'est suffisant et qu'avec ça, il ne pourra logiquement pas être inculpé. Bon, Elise, son premier réflexe, c'est d'être choquée, elle fait les gros yeux, et lorsqu'elle se rend compte de la dinguerie qu'il vient de lui dire, elle secoue la tête et elle lui dit « mais c'est hors de question, jamais je vais couvrir quelque chose comme ça parce qu'il y a une personne qui a perdu la vie ». Et lorsqu'elle lui dit ça, elle flippe un peu, elle lui dit qu'elle va aller à la police et qu'elle va tout raconter parce que c'est impensable pour elle de couvrir un meurtre. Et même si, admettons, ce n'est pas qualifié en tant que meurtre, c'est qualifié comme homicide involontaire, et ça, pour elle, couvrir une telle chose, mais oublie. Vous l'aurez compris, en d'autres termes, notre amie, elle dit à ce mec, va te faire foutre avec ton idée. Et à cet instant, le visage du gars change radicalement. Il inspire très lentement, puis il lui dit qu'elle n'a peut-être pas bien saisi l'importance de la situation. Il lui dit, écoute, Elise, c'est simple, si moi je tombe, tu tombes avec moi. Elise fronce ses sourcils parce qu'elle ne comprend pas tout de suite ce que ça veut dire. Et là, le gars lui dit que si elle le dénonce, il dira qu'elle était avec lui le jour de l'accident, qu'elle était bien avec lui dans la voiture, qu'elle l'a vu renverser la personne, et que c'est elle qui a suggéré l'idée de se barrer sans appeler la police. Là, je vous le cache pas, Elise sent la panique monter d'un coup, elle se dit que c'est pas possible, je suis dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Elle dit au mec, écoute, moi je vais pas mentir pour couvrir un meurtre ou un homicide, mais toi de ton côté, tu ne dois pas mentir en disant que j'étais avec toi ce jour-là, alors que je n'y étais pas. Le gars hausse les épaules, il s'embalèque, il lui dit que ce sera sa parole contre la sienne et qu'elle a absolument tout à perdre dans cette histoire si elle ne coopère pas. Il se rapproche légèrement d'elle, Elise se plaque un peu contre la portière, elle regarde autour voir s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui pourrait la sauver, et quand elle voit que le mec commence à s'approcher vraiment trop près d'elle pour lui mettre un coup de pression, elle frappe contre la vitre avec la paume de sa main, elle crie à l'aide et elle hurle qu'elle veut sortir de cette voiture. L'homme lui dit d'arrêter tout de suite ses conneries, sinon il va la faire taire. Il regarde autour de lui et au loin, il distingue une personne qui s'est arrêtée et qui visiblement observe la scène. Il hésite, il s'approche un peu. Elise n'attend pas une seule seconde, elle met un coup de pied dans la portière, elle sort de la voiture et elle se met à courir. Elle ne regarde pas derrière elle, son seul but c'est de partir loin. Derrière, elle entend la portière qui claque, le moteur qui redémarre et la voiture qui se barre. Et quand beaucoup plus loin, elle s'arrête enfin, elle est complètement essoufflée et le mec a complètement disparu. Notre amie, elle comprend à ce moment-là que ce qu'elle vient de vivre, ça va probablement pas s'arrêter là et que probablement il y aura des répercussions. À ce moment-là, autour d'elle, la zone est très calme, elle est presque vide. Il y a quelques voitures qui passent au loin, mais personne ne semble vraiment faire attention à elle. Et le fameux passant qui s'est approché plus tôt, il a démerdé, il est plus là. Donc, premier réflexe, c'est qu'elle sort son téléphone de sa poche. Elle est un peu hésitante au début, elle regarde autour d'elle comme si elle avait l'impression que le gars s'était caché à quelque part. Puis à un moment, elle se dit merde, j'appelle la police et je leur explique tout. Elle leur raconte en gros qu'elle était avec un homme avec qui elle fait du covoiturage, qu'il l'a emmené ailleurs que la destination qui était prévue et qu'il lui a avoué avoir renversé quelqu'un il y a quelques semaines, puis qu'en gros, ce mec a pris la fuite sans appeler l'ambulance ni même la police. Maintenant, il est en train de la forcer à mentir histoire d'avoir un alibi, sauf que elle n'a
jamais participé au moindre truc. Elle donne ce qu'elle peut comme détail, du style la description de la voiture, le groupe Facebook sur lequel elle l'a trouvé, les horaires auxquels ils se rencontrent, et très vite on lui dit de se rendre au commissariat le plus proche, histoire d'en discuter de vive voix. Notre amie finit par marcher jusqu'à un arrêt de bus, ça prend 25 minutes. Elle monte dans le premier qui arrive sans même vérifier la destination. Elle s'assoit près de la fenêtre et elle regarde la route qui défile. Là, tous ces paysages qui défilent, ça lui fait bizarrement penser au trajet qu'elle vient de faire avec ce mec. Et une fois qu'elle arrive au commissariat, elle raconte tout depuis le début. Bon, les policiers l'écoutent, ils lui posent des questions, ils reviennent sur certains détails très précis, genre à quelle heure exactement elle monte dans la voiture, depuis combien de temps ils font du covoiturage, si elle a déjà changé d'horaire, si elle l'a déjà vu une fois énervée ou ce genre de truc. Et Elise, elle répond comme elle peut, avec les réponses qu'elle connaît. Et quand elle a fini son monologue, l'un des policiers va lui faire une confidence assez particulière. Il lui raconte que l'homme qu'elle décrit, en fait, il est déjà venu au commissariat pour parler. Elise relève la tête d'un coup parce qu'elle a l'impression d'avoir mal entendu et le policier lui explique calmement que l'homme s'est présenté il y a quelques minutes seulement, qu'il a reconnu devant les policiers être impliqué dans un accident mortel avec un délit de fuite et il a déclaré qu'il n'était pas seul dans la voiture ce jour-là, mais qu'il était avec une personne qui se prénomme Elise. Il a expliqué aux policiers que c'est même cette fameuse Elise qui a ordonné le fait de se barrer et donc de ne pas porter secours à la personne qui venait d'être renversée. Elise secoue la tête, elle répète que c'est faux et qu'elle n'était pas là. Le policier hoche la tête, mais il lui explique que pour l'instant, sur le papier, c'est sa parole contre la sienne, et il lui explique que le covoiturage régulier, ça implique des choses, et que l'homme a clairement anticipé cette version. Autant vous dire, mes amis, que les heures qui suivent, elles sont extrêmement longues pour notre amie Elise. Elle reste assise dans une salle où elle répond encore et encore aux mêmes questions, genre le jour de l'accident où elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Elle ferme les yeux, elle se concentre de ouf, histoire de ne pas dire quelque chose qui pourrait se retourner contre elle, et à un moment, lorsqu'on lui mentionne la date à laquelle tout ça s'est produit, il y a un détail qui lui revient en tête. Elle se dit, mais attends, ce jour-là, ça me dit quelque chose. Elle regarde son calendrier et effectivement, c'était un jour de congé. Le problème, c'est que plus elle essaye de se souvenir précisément de ce qu'elle a fait ce jour-là, plus les images dans sa tête commencent à s'embrouiller. Mais après de nombreuses minutes de réflexion et de concentration, il y a un détail qui lui revient en tête. Ce matin-là, elle est allée faire ses courses. Bon, elle lâche cette info de façon un petit peu random aux enquêteurs comme si ça allait pas servir à grand chose. Et là, un des policiers lui demande si elle a une preuve de ce qu'elle avance. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fouille dans son téléphone et elle tombe sur un ticket de caisse qu'elle a enregistré. Et heureusement, sur ce ticket de caisse, il y a l'heure et la date à laquelle il a été imprimé. Les policiers vérifient toutes les informations, ils comparent les horaires et ils demandent l'accès aux caméras de surveillance de ce supermarché pour voir si ce qu'elle raconte est crédible. Évidemment, l'attente interminable recommence. Elise, elle est assise sur une chaise, elle est en train de se décomposer sur place parce que si les policiers ne la croient pas, c'est terminé pour elle. Le problème, pour notre amie, c'est que les policiers ne vont pas avoir accès aux images de surveillance rapidement, et donc elle doit rester jusqu'au lendemain en, entre guillemets, garde à vue. C'est très tôt, le lendemain matin, qu'on vient discuter avec elle, et on lui dit, écoutez madame, malheureusement, vu que ça fait plus d'une semaine, on n'a plus accès aux images de surveillance. Par contre, on a demandé au directeur de la succursale s'il pouvait nous fournir les horaires du personnel, et on s'est entretenu avec chaque personne qui était à la caisse ce jour-là. Lorsqu'on leur a montré une photo, il y en a une qui s'est souvenue exactement de vous avoir vendu les articles que vous avez achetés. Visiblement, cette discussion l'a beaucoup marqué, et au moment même où on a montré votre photo, elle vous a immédiatement reconnu. Mon Dieu! Mes amis, à ce moment-là, Elise, elle est mise hors de cause. On lui explique en gros que l'homme va être arrêté, qu'il va être inculpé pour homicide involontaire, délit de fuite, mensonge et menace. Clairement, ce mec a essayé de l'entraîner avec lui dans sa connerie et même dans sa chute, et ça, c'est juste un truc complètement dégueulasse. Quand Elise quitte le commissariat, il fait nuit noire. Elle rentre chez elle, en bus, comme avant, comme si rien n'avait changé dans sa vie. Elle regarde les lumières défiler par la fenêtre, et là, elle se dit, mais je sais pas si je me rends compte, mais ma vie aurait pu basculer en quelques jours seulement pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Elle se rend compte aussi que tous ces jours où elle a fait le trajet avec le mec en covoiturage, en fait, elle rentrait dans la voiture d'un inconnu qui est, entre guillemets, un meurtrier. Je dis entre guillemets parce que ça reste un homicide involontaire, mais le fait que le mec ait voulu le cacher et tout ce qu'il a fait par la suite, pour moi, c'est hyper chelou, mais quand elle pense à tout ça, elle se dit « Mais putain, tout aurait pu basculer du jour au lendemain. » Une fois arrivée chez elle, elle ferme la porte, elle pose son sac, elle s'assoit sur le canapé, et là, elle se met à pleurer. C'est toutes les émotions qui redescendent, et sincèrement, je n'imagine pas le soulagement qu'on doit ressentir à ce moment-là, parce que, du jour au lendemain, on aurait pu se retrouver derrière les barreaux pour une durée peut-être de 15-20 ans, pour un truc qu'on n'a jamais fait. C'est un truc de ouf. Elle repense aussi au fait que s'il n'y avait pas eu ce passant lorsqu'elle était dans la voiture avec le mec,
puis qu'elle tapait sur la vitre, je sais pas, peut-être que le mec l'aurait tué, ou peut-être que le mec l'aurait kidnappé, ou je ne sais quoi. Donc ça fait beaucoup de minuscules détails qui lui ont sauvé la vie et qui lui ont empêché de finir en prison. Enfin bref, ce mec a été arrêté, jugé et emprisonné pour ce qu'il a fait. Autant vous dire qu'Élise, elle a arrêté le covoiturage, elle a quitté le groupe Facebook le jour même, et qu'aujourd'hui, elle se déplace essentiellement en bus, en train ou en tram, et ce, comme votre bon petit Melvin. Non vraiment, je vous garantis, j'ai reçu un mail en plus l'autre jour, j'ai jusqu'au 29 octobre pour passer mon permis théorique, parce que si je ne passe pas mon permis théorique d'ici le 29 octobre, c'est terminé pour moi, je dois refaire les cours de premier secours. Et ça, mes amis, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais si je dois refaire ces cours de merde, je vous promets sur ce que j'ai de plus cher que vous ne me verrez jamais conduire une voiture de toute ma vie. C'est impensable que je repasse une semaine à apprendre à faire un massage ou enfin... C'est hors de question. Ça a déjà été un véritable supplice pour moi de le faire pendant toute une semaine, donc oubliez. Donc la seule solution pour vous me croisiez un jour en voiture, c'est que je fasse mon permis avant le 29 octobre 2026. Et si ce n'est pas le cas, eh bien sachez que moi je pense que le bus et le train, c'est pas si mal. Promis, pour vous je vais essayer de le faire. Enfin bref, j'espère que ces deux histoires vous auront plu, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous écoutez ou regardez le podcast sur Spotify, je compte sur vous, mettez votre plus belle 5 étoiles. Et moi je vous promets de vous retrouver très rapidement pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.